a des explications. Vous avez certainement déjà remarqué, lorsque l'on mange des asperges, que notre urine dégage une odeur nauséabonde et qui n'a rien à voir avec celle de l'asperge. Pour quelle raison? Direction l'INRA de Montpellier, où nous allons réaliser une expérience inédite en France, faire analyser l'urine d'un cobaye qui a mangé des asperges. C'est Peggy Rigou, chercheuse, qui mène l'enquête. On va analyser l'urine et pour l'analyser, on va utiliser cette machine qui est une chromatographie gazeuse couplée à la spectrométrie de masse. Cet appareil va nous permettre de capturer et d'identifier les molécules volatiles qui donnent cette odeur particulière à l'urine. Et 1 heure plus tard, le coupable apparaît au milieu des autres composés. Il s'agit du méthanthiol, également connu sous le nom de méthylmercaptan. On peut voir la quantité de méthanthiol dans les urines avant d'avoir mangé de l'asperge, après avoir mangé de l'asperge, 1 heure après, et 16 heures après avoir mangé de l'asperge. Donc l'odeur vient de l'augmentation de la quantité de méthanthiol dans les urines, et on sait que le méthanthiol a cette odeur caractéristique de chou pourri. Regardez sur ces images, c'est incroyable. 1 heure après avoir mangé des asperges, notre échantillon d'urine contient plus de 2 fois plus de méthanthiol. Ce gaz est habituellement présent dans notre urine, mais en si faible concentration que notre nez ne le perçoit pas. En revanche, dès que sa quantité augmente, ça ne sent pas très bon. Et c'est normal, car ce gaz, vous le connaissez tous. Cette molécule, on l'ajoute au gaz naturel de manière à pouvoir détecter les fuites, puisque le gaz naturel n'a pas d'odeur à la base. C'est aussi une molécule qu'on utilise dans la fabrication des boules puantes. Et cette même molécule, on la retrouve dans les flatulences de putois, ce qui leur permet de chasser l'ennemi. Mais comment notre corps peut-il créer du gaz à partir d'asperges? Réponse à Jouy-en-Josas dans les Yvelines avec Roland Salès, chercheur à l'INRA. Quand on mange une asperge, elle va arriver dans notre tube digestif. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Dans notre tube digestif, il y a des enzymes qui vont découper en petits morceaux tous les produits de l'asperge et qui vont générer, parmi tous ces petits morceaux, un produit qu'on appelle le méthylmercaptan, qui est ce produit malodorant qu'on va sentir quand on fait pipi. Dans l'asperge, le méthylmercaptan est prisonnier, on ne le sent pas. C'est sous l'effet de la digestion qu'il se libère et parfume notre urine. N'oubliez pas qu'en dépit de cette odeur, l'asperge est excellente pour la santé. Et ce n'est pas le seul aliment à posséder un secret malodorant. L'ail est un ingrédient incontournable de notre cuisine, mais il donne mauvaise haleine. Il n'y a que la laine qui n'est pas agréable vis-à-vis des jeunes femmes. J'embrasse personne après, quoi. Des remontées qui ont l'air de sortir de plus profond, c'est pas top. Pourquoi l'ail est-il si redouté? Mac Lesguy a rendez-vous avec le docteur Nizan pour faire avancer la science. Docteur, bonjour. Bonjour, Mac. J'aimerais comprendre pourquoi, chaque fois que je mange de l'ail, j'ai l'impression de sentir l'ail pendant, je sais pas moi, une soirée, voire toute une journée. Je vous propose de faire un essai. Oui? Mac croque une gousse d'ail crue. Alors, c'est bon, Mac? Ça embaume. Ah, ça embaume. 1 heure après, le docteur Nizan revient avec un petit appareil qui permet de tester l'haleine. À 0, on a une bonne haleine. À 5, la mesure maximum, on sent vraiment mauvais de la bouche. 4. C'est un bon score qui montre qu'effectivement, vous avez une haleine chargée. Mac, un petit bonbon à la menthe? Quand vous avez croqué dans l'ail, à l'intérieur de l'ail, il y a un composé qui s'appelle l'aline, qui est complètement inodore, mais qui va être transformé dès lors qu'il est mâché. L'aline va être transformée en allicine. C'est l'allicine qui va donner cette odeur caractéristique à l'ail, dès qu'on le croque ou qu'on le coupe. Et pourquoi est-ce que ça peut durer aussi longtemps? Parce que quand on mange des oignons, des fraises, du fromage, ça finit par passer. Là, j'ai toujours un goût extrêmement présent dans la bouche. Il y a l'un des composés soufrés que le corps va avoir de grandes difficultés à métaboliser. En clair, l'allicine n'est pas digérée par notre corps parce que nous ne possédons pas les enzymes nécessaires. Et cette molécule est tellement petite qu'elle va passer dans notre sang, dans nos urines et même dans nos poumons. C'est pour cela que l'air que nous expirons peut toujours sentir l'ail, même après 48 heures. Cette odeur tenace se faufile vraiment partout, y compris dans notre transpiration. Les glandes sudoripares qui fabriquent la sueur sont alimentées à partir du sang. Et donc les produits qui sont contenus dans le sang passent dans les glandes sudoripares et dans la sueur, et ça va sentir l'ail. Mais rassurez-vous, cela n'arrive que très rarement, et quand on a mangé beaucoup d'ail.
Est-ce que j'ai un moyen d'atténuer cette odeur? Il y a quelques petits trucs qui vont faire comme un cache-misère, c'est-à-dire qu'on peut effectivement se brosser bien les dents, seul le temps fera son office. Je vais essayer. Merci, docteur. Au revoir. Vous savez maintenant pourquoi l'ail se sent si bien dans notre corps. Vous l'avez sûrement constaté, quand on boit du jus d'orange, après s'être brossé les dents, le goût n'est pas vraiment le même. C'est pas bon. On sent un cul de dentifrice. C'est amer, c'est pas agréable du tout. C'est le truc à pas faire. Non, jamais. Mais pourquoi ne perçoit-on pas le goût de la même manière après s'être brossé les dents? Sur la langue, on a ces papilles. Et dans ces papilles, il y a des bourgeons du goût. Et dans les bourgeons du goût, encore plus petits, il y a des cellules gustatives. Lorsque on perturbe ce système avec un savon, un détergent, un dentifrice, on va en quelque sorte laver ces cellules gustatives. Elles vont plus du tout ressentir les goûts comme avant de s'être lavé les dents. Si bien qu'on va avoir un message qui va être complètement perturbé. Première explication, les substances lavantes présentes dans les dentifrices perturbent la transmission du goût. Notre cerveau ne va donc plus reconnaître l'orange. Mais ce n'est pas tout. La plupart des dentifrices contient du menthol, qui va lui aussi interagir avec le goût du jus d'orange. Le menthol inhibe en particulier le goût sucré. C'est-à-dire que le goût de l'aliment qu'on a en bouche va être complètement déséquilibré parce que les autres sensations vont demeurer, en particulier la sensation acide dans le cas du jus d'orange. Mais par contre, la sensation sucrée va avoir disparu. C'est bien qu'on ne va pas du tout reconnaître le jus d'orange qu'on a en bouche et on va le trouver vraiment insipide, voire mauvais. Après brossage, la bouche retrouve ses sensations au bout d'1 heure environ. N'oubliez pas que le jus d'orange est riche en vitamine C et qu'il faut se brosser les dents au minimum 2 fois par jour. Mieux vaut donc boire un jus ou une boisson sucrée avant le brossage plutôt qu'après. Asperges, ail et jus d'orange, s'ils provoquent parfois des réactions bizarres dans votre corps, vous savez maintenant pourquoi. Mal de tête, brûlures, courbatures, qu'est-ce qui provoque ces douleurs désagréables, voire insupportables? Sont-elles, comme on le dit, des signaux d'alarme de notre corps? Comment certains médicaments peuvent-ils diminuer la douleur? Et quels sont les autres moyens de s'en débarrasser? Pour le savoir, je me suis prêté à de drôles d'expériences, reportage d'Aubin Busalbe. Quel est le point commun entre un coup, une brûlure ou un dos coincé? Ça fait mal. Mais savez-vous que la douleur est le résultat d'un système d'alarme ultra perfectionné qui a pour but de nous protéger? Comment fonctionne cet incroyable mécanisme d'alerte? Et comment peut-on diminuer la douleur lorsqu'elle devient trop importante? Pour tout comprendre, Mac Lesguy s'est livré sans faillir à d'étranges expériences. Connaissez-vous la lutte? À l'INSEP, à Paris, nous avons pu suivre l'entraînement des champions de cette discipline sportive. Coups, chutes, percussions, plaquages, ici la douleur, on connaît. On prend souvent beaucoup de petits coups, il y a beaucoup des fois les articulations qui nous tirent, donc ça nous fait un peu mal. La douleur nous fait souffrir dès que nous mettons notre corps à l'épreuve. Mais quel mécanisme se cache derrière la douleur? Mac Lesguy a accepté de souffrir pour la science. Il va subir une batterie d'expériences sous le contrôle du docteur Éric Bocard, spécialiste de la douleur. Cette première expérience, on va illustrer le fait que la douleur, ça commence par des récepteurs. Et vous allez voir que les zones du corps n'ont pas toutes la même sensibilité, car les capteurs qui créent le message douloureux ne sont pas répartis de la même façon. Notre spécialiste, après avoir bandé les yeux de Mac, va le piquer avec une aiguille pour tester sa sensibilité. Je dois vous dire, docteur, je suis extrêmement douillé. C'est parti. Notre médecin commence à piquer Mac à plusieurs endroits sur l'index, une zone réputée particulièrement sensible à la douleur. Ah! N'est-ce pas, Mac? Deuxième piqûre. Oui. Alors, était-ce au même endroit? J'aurais tendance à dire non. Bien vu. Les capteurs sont nombreux dans le doigt, notre cobaye préféré n'a donc aucun mal à distinguer les 2 piqûres. Autour du dos maintenant. Voilà, je pique une première fois. Oui, ça, je confirme. Je pique une seconde fois. Ah! Est-ce que c'est le même endroit? Oui, je pense, oui. Et non, Mac, les 2 piqûres étaient espacées de 10 cm. Ça illustre le fait que vous avez moins de capteurs dans le dos qu'aux extrémités des doigts. Ça montre bien qu'au niveau du doigt ou du dos, on a des capteurs. Oui, tout à fait. Mais l'endroit où on dit ça, c'est une douleur qui a été détectée par le capteur, c'est bien dans le cerveau. C'est le cerveau. Lorsqu'une agression est détectée par un capteur, l'information est envoyée par les nerfs jusqu'au cerveau. Et c'est seulement lorsqu'elle y parvient que nous devenons conscients de la douleur.
et que nous sommes capables de déterminer son origine. Mais vous allez voir que lorsque notre corps est exposé à une situation d'urgence, il peut réagir beaucoup plus rapidement. C'est le réflexe de protection à la douleur. Pour tout comprendre, notre spécialiste fait bouillir un œuf qu'il cache ensuite parmi d'autres qui sont restés froids. Que va-t-il se passer lorsque notre animateur va le saisir? D'accord. 1, 2. Oups. Et voilà. Vous avez eu un réflexe, Mac. Un réflexe inconscient, en fait, qui était très rapide. Regardez, lorsque Mac prend l'œuf brûlant, il le relâche presque aussitôt, avant même d'avoir ressenti la douleur, et donc d'avoir assimilé le danger. Comment est-ce possible? Explication. En remontant vers le cerveau par les nerfs, le message de la douleur passe par la moelle épinière où il provoque un réflexe. La moelle épinière ordonne à la main de se retirer ou de relâcher un objet avant même que l'information douloureuse ne soit perçue par le cerveau. Grâce à ce système, notre corps, en cas d'urgence, gagne du temps. C'est au niveau de la moelle épinière que, en passant, le signal peut déclencher le réflexe de retrait. Brûlures, piqûres, coups, ces douleurs proviennent d'agressions extérieures. Mais qu'en est-il lorsque le mal vient de l'intérieur? La migraine est une douleur qui touche 1 Français sur 10. À quoi ce mal de tête est-il dû? Le responsable, c'est la dilatation des vaisseaux sanguins. Regardez cette expérience. Un tensiomètre comprime le bras de Mac pour reproduire ce phénomène. Et les premiers effets se font rapidement sentir. C'est pas agréable, ouais. J'ai des petits fourmillements. En fait, le sang qui est passé ici, dans la main, là, il voudrait remonter et on est en train de le bloquer. Oui. Donc les vaisseaux qui sont ici sont en train de se dilater. Les vaisseaux sanguins dilatés sous la pression du sang compriment les organes situés autour. Et ils possèdent des récepteurs sensibles aux étirements. Voilà l'origine du mal au crâne. Autre cause de douleur interne que les sportifs connaissent bien, les tensions musculaires. Pendant ou après un effort, nos muscles nous font souffrir. Mais pourquoi? Explication avec le docteur Sereni, neurologue. Le muscle est plein de récepteurs à la douleur. C'est un des endroits où c'est le plus utile d'avoir une perception de la douleur. Parce que si on n'avait pas, on ferait n'importe quoi avec nos muscles, et là, on se ferait franchement mal. Lorsque nous sollicitons beaucoup nos muscles, nous leur faisons subir des micro-blessures. Ces déchirures, contractures et étirements excessifs sont perçus par des capteurs situés dans les muscles, qui envoient des messages de douleur vers le cerveau. Voilà pourquoi nos muscles nous font mal. En définitive, on a vraiment des capteurs de douleur à l'extérieur, donc juste sous la peau, et à l'intérieur du corps, à peu près partout? Exactement. Ceux qui sont à l'extérieur, c'est pour régler notre fonctionnement avec le milieu extérieur qui est potentiellement dangereux ou agressif. Et les capteurs à l'intérieur pour vérifier que tout fonctionne bien. La douleur nous protège comme un signal d'alarme. Mais lorsqu'elle est très forte, elle s'installe dans la durée. Et dans ce cas, il faut agir. Pour cela, il y a les antalgiques, les médicaments les plus consommés en France, comme l'aspirine, le paracétamol ou l'ibuprofène. Ils permettent d'atténuer, voire de faire disparaître la douleur. Mais il existe également des recettes très simples et naturelles pour combattre les douleurs installées. Voyons quelles sont les astuces de nos lutteurs. On met la glace parce que ça fait comme si on avait une petite anesthésie sur le moment qui nous fait mal. Mais comment le froid peut-il atténuer la douleur? Réponse dans cette clinique parisienne avec Caroline Le Gall, kinésithérapeute. Le froid, c'est un très puissant anti-inflammatoire. Ça permet que la main dégonfle, que l'inflammation s'en aille. C'est quelque chose de très, très, très efficace. Le froid contracte les vaisseaux dilatés et leur permet de retrouver leur taille normale. Voilà pourquoi il est recommandé d'appliquer de la glace ou de passer de l'eau froide sur une zone qui nous fait mal. Autre moyen de contrer la douleur, le massage. Les massages, donc ça fait du bien. Quand on vient de se faire jeter pendant 2 heures sur la tête, on aime bien se faire papouiller un peu par un kiné ou un ostéo. Ce geste médical ne fait pourtant que reproduire un réflexe primitif. Quand on se cogne, notre premier réflexe, c'est de se frotter comme ça. Mais que se passe-t-il dans notre système nerveux quand on se fait masser? Réponse avec notre neurologue. On envoie un signal plus fort et différent, et ce signal, effectivement, entraîne directement une baisse de l'activité de la voie de la douleur. L'idée est donc de faire diversion. En se frottant ou en se faisant masser, on a moins mal car on trompe nos capteurs sous la peau en remplaçant la douleur par une autre sensation plus forte. C'est exactement la même chose que lorsque vous montez le son de la télévision pour couvrir le bruit d'un aspirateur. Il s'agit surtout des pâtés les convives ce soir.
Assez souffert, grâce à sa bravoure, Mac a beaucoup appris sur la douleur. Comme tous les enfants courageux, il a droit à son diplôme. Voilà un diplôme du courage, Mac. Ben, mine de rien, ça fait très plaisir. Je pense que je l'ai amplement mérité. Tout à fait. C'est la première fois qu'on me le donne, je suis extrêmement content. Vous l'aurez compris, la douleur est un véritable signal d'alarme. Agression extérieure, dilatation des vaisseaux sanguins ou tension musculaire, à chaque fois ces anomalies sont détectées par des capteurs. Et lorsque l'information arrive au cerveau, nous avons mal, ce qui nous avertit du danger. Mais lorsque la douleur s'installe, il faut la combattre et ne pas hésiter à consulter un médecin pour s'en débarrasser. D'autres secrets de notre corps dans quelques instants. Restez avec nous. À tout de suite. Notre corps est une véritable usine qui tourne 24 heures sur 24. Pour fonctionner, il a besoin d'électricité, d'eau et de gaz. À quoi servent-ils? Savez-vous que le corps d'un adulte est composé de plus de 40 litres d'eau? Quelle est sa fonction? Oxygène, gaz carbonique, méthane, vous allez voir comment notre corps consomme et produit des gaz. Et que c'est grâce à de l'électricité que notre cœur peut battre. Pour connaître la bonne réponse, nous avons rendez-vous avec des élèves de 5e et leur professeur de SVT, Julien Loche. Notre corps il contient beaucoup d'eau. Si on prend un adulte qui pèse 70 kg, on va avoir 42 litres à peu près d'eau qui sont répartis dans tout le corps, dans tous nos organes. L'eau représente 60% du poids d'un homme adulte, l'équivalent de 21 bouteilles de 2 litres d'eau pour un homme de 70 kg. Et si elle se répartit dans tout notre organisme, vous allez voir que certains organes en contiennent plus que d'autres. L'organe qui contient le plus d'eau, ce sont nos poumons, qui contiennent 90% d'eau. Si on prend ensuite l'organe où il y en a le moins, ce sont les os. Donc par exemple, l'eau du crâne ici, on va trouver 22% d'eau. Et cette eau, à quoi sert-elle? Explication avec Benoît Marten, biochimiste. Elle permet le transport de nutriments à travers l'organisme et donc d'apporter aux cellules les nutriments dont elles ont besoin pour vivre. Les nutriments, ce sont les molécules issues de la digestion de nos aliments, comme les protéines, les glucides, les lipides ou les vitamines. Ce sont les nutriments qui permettent à notre corps de fonctionner. Transportés par nos 7 litres de sang, ils arrivent dans nos cellules, où l'on trouve, devinez quoi, de l'eau. La cellule va produire de l'énergie à partir de molécules comme le sucre, comme les protéines ou comme les graisses. Et ces réactions vont avoir lieu dans l'eau qui est contenue dans les cellules. Et le rôle de l'eau ne s'arrête pas là. Elle permet aussi l'élimination des déchets via les urines et la régulation de la température du corps grâce à la transpiration. Chaque jour, nous perdons 2,5 litres d'eau. Et lors d'un footing, nous perdons jusqu'à 2 litres d'eau par heure. Il est donc important de bien s'hydrater. Le bon réflexe, c'est de boire 1,5 litre par jour et de consommer des fruits et légumes riches en eau. Pour fonctionner, notre organisme utilise aussi des gaz. Mais à quoi servent-ils? On peut en rencontrer au niveau de la respiration. Et le premier d'entre eux, c'est l'oxygène, que les scientifiques appellent dioxygène. Comment agit-il lors de la respiration? Pour le savoir, Julien Loche propose une expérience à l'un de ses élèves. Tu vas respirer donc dans l'embout qui est ici, l'air va rentrer de ce côté, va passer dans ton corps et va ressortir ensuite ici, dans le tuyau. C'est parti. Bilal souffle dans le tuyau. Derrière lui, la courbe qui se crée représente la quantité de dioxygène présent dans l'air qu'il expire. Fin du test, explication. Ce que l'on voit, c'est que la quantité de dioxygène elle a diminué ici au cours du temps, puisqu'au départ, c'était de l'air qui contenait 20,9% de dioxygène, l'air que l'on respire en fait, qui est l'air extérieur, et qu'au fur et à mesure qu'il a respiré, il y avait de moins en moins de dioxygène. Donc ce dioxygène, en fait, il a été consommé par la respiration, par Bilal, lorsqu'il a respiré. Le dioxygène inspiré par le nez pénètre dans nos poumons et passe par le sang. Il est alors transporté jusqu'à nos cellules où il va permettre la combustion des nutriments, glucides ou lipides. C'est cette combustion qui libère l'énergie nécessaire à notre corps pour marcher, penser ou parler. Pour bien comprendre, regardons cette voiture. Elle fonctionne exactement comme notre corps. Explication. L'oxygène arrive par le filtre à air et nous avons besoin aussi de carburant, donc le carburant qui est stocké dans le réservoir. Et à partir de ces deux substances chimiques, nous allons transformer cette combustion en énergie mécanique. Comme dans notre corps, le moteur utilise le dioxygène de l'air pour fonctionner. Une réaction de combustion a lieu entre ce dioxygène et l'essence au niveau du moteur. Et c'est grâce à cela que notre voiture roule.
Cette réaction crée bien sûr des déchets. Ce sont les fameux gaz d'échappement. Dans notre corps, c'est la même chose. Regardez cette expérience. Quand Bilal souffle dans ce tube à essai, rempli de liquide, il blanchit. Que s'est-il passé? La substance que nous avons utilisée ici est de l'eau de chaux. Cette eau de chaux, elle se trouble en présence de dioxyde de carbone. Le dioxyde de carbone, aussi appelé gaz carbonique, est le déchet produit lors de la combustion. Finalement, lors de la respiration, on a une entrée de dioxygène et une sortie de dioxyde de carbone. Vous savez maintenant tout des gaz impliqués dans la respiration. Mais il existe une autre activité au cours de laquelle nous produisons des gaz. C'est la digestion. Ils sentent mauvais et ont tendance à nous faire rire. C'est ce que les scientifiques appellent les flatulences. Elles contiennent différents gaz, comme le méthane ou le sulfure d'hydrogène. Mais comment notre organisme les produit-il ? Lors de la digestion, les aliments sont en partie dégradés par des bactéries qui sont présentes dans notre tube digestif via des réactions de fermentation qui sont à l'origine de production de gaz. Et ces bactéries sont très nombreuses. Notre intestin en contient en moyenne 100 000 milliards pour un poids total de 2 kilos. Pour comprendre comment ces bactéries agissent, regardez ce tube à essai. Notre professeur de SVT y a versé des levures, équivalentes aux bactéries de notre intestin, ainsi que du sucre et de l'eau. Et après 45 minutes de fermentation... Et voilà. Voilà. Les ballons fixés sur les tubes à essai gonflent tout seuls grâce au gaz produit par les bactéries en action. Quand nous digérons, c'est la même chose. Notre ventre se gonfle comme ce ballon. Notre corps cherche à évacuer les gaz de fermentation. C'est ce qui va provoquer les flatulences. Et c'est normal. On dit qu'une personne saine évacue environ 14 gaz par jour, l'équivalent d'un demi-litre d'air. Dernier élément présent dans notre corps, l'électricité. Elle est indispensable à notre fonctionnement. Philippe Lefebvre, médiateur scientifique au Palais de la Découverte à Paris, nous explique pourquoi en se livrant à une expérience sur notre complice Mélodie. Donc on va enregistrer un électrocardiogramme. Ça correspond au cheminement de l'électricité qui permet en fait au cœur de se contracter. L'activité cardiaque de Mélodie est retranscrite ici sous forme de courbe qui représente la contraction de son cœur. Un phénomène qui se produit grâce à une décharge électrique qui naît dans un endroit bien précis, le nœud sinusal, la pile électrique de notre cœur. L'électricité, elle naît ici, en haut du cœur. Et au début, elle balaye le haut du cœur, c'est ce qu'on appelle les oreillettes. Et les oreillettes, en se contractant, vont chasser le sang en bas du cœur, au niveau des ventricules. L'électricité atteint ensuite les ventricules. C'est alors qu'ils se contractent et chassent le sang dans l'ensemble du corps. Et le cœur répète cette opération 60 à 90 fois par minute. Une mécanique bien rodée qui serait impossible sans électricité. Électricité, eau, gaz, vous savez maintenant pourquoi notre corps en utilise 24 heures sur 24, en interaction permanente avec ce que nous mangeons, buvons et respirons. Et maintenant que le fonctionnement de notre corps n'a plus de secret pour vous, écoutez bien cette question qui peut vous rapporter peut-être la somme de 3 000 €. Les gaz produits par les bactéries de notre intestin lors de la digestion sont constitués principalement, réponse 1, de méthane, ou alors, réponse 2, de propane. Pour jouer 2 solutions, par SMS, vous envoyez 1 ou 2 au 74 600. Par téléphone, vous appelez le 36 26. Attention, vous n'avez que quelques minutes pour jouer. Bonne chance. Eugène M6, c'est fini pour ce soir. On se retrouve dimanche prochain. Très bonne soirée sur M6 comme toujours. Au revoir. Retrouvez